vous êtes déjà là? Mais l'épisode n'a pas encore commencé. Vous savez, si je vous manque et que vous voulez me voir un peu plus souvent, je suis aussi sur plusieurs réseaux sociaux, hein. Snapchat, Twitter, Discord. Venez, n'hésitez pas, ça peut être sympa, on pourra parler. Puis c'est tout. Et ce serait l'occasion d'apprendre à se connaître un petit peu plus. Et puis moi j'ai plein de trucs à dire. C'est juste que j'ai personne pour les écouter. Alors, j'ai une blague. Qu'est-ce qui est vert et qui pue au fond des bois? Réponse: un scout mort. Y a quelqu'un qui veut laisser un pouce bleu? C'est triste, putain. Alors n'hésitez pas, suivez-moi sur vos réseaux sociaux préférés. Yeah. Je suis pas à l'aise pour faire de la pub. Tout commence lors d'une nuit pendant la Seconde Guerre mondiale. Nuit très vite écourtée pour nos 4 héros, Lucy, Edmund, Suzanne et Peter, puisqu'ils se font réveiller par des bruits de bombes qui tombent tout autour de leur maison. Ce qui, et je peux les comprendre, peut être assez dérangeant, moi qui supporte déjà pas l'alarme de mon réveil. Étant donné que les bombes c'est rigolo 5 minutes mais qu'à un moment donné il faut dormir, la mère des héros décide de les envoyer dans une vieille maison toute pourrie à la campagne, dans laquelle ils sont accueillis par Madame McCready. Cette délicieuse dame va tout de suite les mettre dans l'ambiance en leur dressant la liste de toutes les choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, tout en surjouant pour pas grand chose. Ne jamais poser les doigts sur les œuvres d'art. Bon, comme vous pouvez vous en douter, les enfants finissent très vite par s'ennuyer. Ils décident donc de se faire un bon vieux cache-cache pour passer le temps. On va alors suivre Lucy, la petite dernière de la famille, qui choisit comme cachette une immense armoire. Mais pas n'importe quelle armoire, non. Cette armoire est spéciale. Elle est spéciale pour deux choses. Déjà, premièrement, parce que cette armoire, eh bien, c'est une cachette de merde. Hein, y a un seul meuble au milieu d'une grande pièce avec un drap par terre, comme si on venait juste de l'enlever, c'est grillé, y a quelqu'un là-dedans. Et deuxièmement, parce que c'est une porte vers le monde magique de Narnia. Un monde enchanteur peuplé de créatures fantastiques, comme le faune que va bientôt rencontrer Lucy et cette fois, elle se cache derrière un lampadaire. Non, Lucy, arrête les cache-cache, t'es nul à chier. Finalement, elle devient plutôt pote avec le faune, Monsieur Tumnus, qui lui raconte qu'à Narnia, c'est un peu la hesse à cause de la sorcière blanche, qui s'est autoproclamée reine du royaume, qui a lancé un hiver éternel sur tout le pays, et qui tue systématiquement le moindre petit humain qui rentre dans son terre-terre. Un monde qui finalement a l'air d'un petit peu pué du cul, hein, mais pour autant ça ne dérange pas Lucy, qui elle est passionnée par les dictatures. Elle, les goulags, ça l'éclate, et du coup elle s'empresse d'aller prévenir ses frères et sœurs qu'elle a trouvé un merveilleux monde magique dans lequel ils risquent tous de se faire buter. Malheureusement, ou heureusement pour eux, la porte qui donnait sur l'allégorie de l'Allemagne nazie s'est refermée, et du coup ils passent à autre chose. Jusqu'à ce que Edmund finisse lui aussi par arriver dans le royaume, sauf que lui il tombe direct sur la sorcière blanche et que celle-ci, en apprenant qu'il a 3 autres frères et sœurs, décide de le chouchouter pour lui soutirer des informations. Bon, on voit bien qu'Edmund n'est encore qu'un petit enfant fragile, hein. On se doute qu'il va pas tenir plus de 10 minutes. Lucy est la seule qui soit déjà venue ici. Elle a dit qu'elle avait rencontré un faune du nom de Tumnus. Ah ok, 5 secondes. Elle t'offre des friandises et toi tu poucaves tout le monde direct. T'abuses un peu là quand même, hein. En plus, c'est des loukoums qu'elle lui offre quoi, c'est pas comme si c'était un truc bon. Bien mon jeune garçon, si tu m'offres toute ta famille en sacrifice, en échange tu pourras avoir ce cube de cubor. C'est au bœuf, c'est vachement bon. Mais en plus de ça, elle l'oblige à lui ramener ses autres frères et sœurs en lui promettant d'autres loukoums. Mais c'est quoi le délire avec les loukoums? Depuis quand c'est la nourriture préférée des enfants ce truc? Bon bref, on n'est pas là pour juger, juste pour critiquer. Les 4 petits héros finissent par se rendre tous ensemble à Narnia afin de rencontrer Monsieur Tumnus. Mais pas de bol, celui-ci a été capturé par la reine, comme l'indique une lettre trouvée sur place rédigée par le chef de la police. Chef de la police qui, on le découvrira plus tard, est en fait un loup. Mais si c'est un loup, comment il a fait pour écrire? Ok, je poserai plus de questions. Les enfants sont alors surpris par un castor, qui s'appelle Castor, et qui leur explique que le faune s'est fait enlever parce qu'il a aidé Lucy à rentrer chez elle. Du coup, certains des gosses veulent retourner en sécurité dans leur monde, mais d'autres aimeraient rester pour trouver un moyen d'aider Monsieur Tumnus.
Ils suivent alors Castor le castor jusqu'à sa maison pour s'abriter. C'est magnifique! C'est un tas de bois. Et aussi pour écouter la prophétie du royaume qui dit que 4 humains viendront un jour fracasser la reine aux côtés du lion Aslan, qui est un peu le Jésus de Narnia. Sachant qu'Aslan veut dire lion en turc, on a donc Castor le castor et Lion le lion. Putain, il y avait de l'inspiration pour les prénoms là. Pendant leur conversation, Garçon le garçon s'éclipse discrètement pour aller retrouver la reine, afin une fois de plus de poucave tout le monde. Aslan, le lieu du rendez-vous, la petite Anne Frank dans le grenier, tout le monde. En se rendant compte de son absence, les autres se doutent qu'Edmund les a trahis, et du coup, ils s'empressent de partir retrouver le fameux lion avant la sorcière. Quand soudain, ils sont interrompus dans leur voyage par... le Père Noël. Ok, comment il a été écrit ce film? Ok, alors c'est des gamins qui trouvent un placard, dedans il y a un castor, le Père Noël, Charles Xavier et ma bite. Allez voilà, on fait un film. Remplace ta bite par des loukoums, les enfants y préfèrent. Ça explique des choses. Allez, on enchaîne. Le Père Noël donc était juste venu offrir des armes aux enfants pour qu'ils aillent faire la guerre. Parce que c'est normal à Daesh, peut-être. Et puis, il se casse sans leur proposer de les déposer avec son traîneau magique. Ils finissent après un long voyage par rejoindre Aslan, ils retrouvent aussi Edmund, Aslan a une voix vachement décevante. Salut! Suzanne sert à rien, ils deviennent tous chevaliers en 2 jours, il y a un cheval qui s'appelle Philippe. Le cheval s'appelle Philippe. Suzanne sert à rien, Aslan redonne la vie avec son haleine un peu comme toi mais dans l'autre sens. Peter tue un minotaure en un coup avec ses 12 kilos tout mouillés. Suzanne sert à rien, les gentils gagnent, les enfants deviennent rois, ils vieillissent à Narnia, puis ils retrouvent la porte de l'armoire, la retraversent et soudain... Suzanne sert à rien. Fin. Le dernier film adapté d'un livre dont on a parlé sur cette chaîne, c'était Harry Potter, et j'avais salué la prouesse que c'était de retranscrire en seulement 2 heures de film un monde et une intrigue aussi vaste tout en gardant toute sa cohérence. Eh ben, le premier film de Narnia vous propose de regarder ce qui se passe quand on n'y arrive pas. Le film est simpliste au possible. On a des enfants qui entrent dans un monde magique, ils apprennent qu'ils sont les élus d'une prophétie, ils sauvent le monde et ils vécurent heureux. Et je simplifie pas, hein, le film ne propose vraiment que ça. Il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a pas de quête secondaire, on nous explique pas comment fonctionne cet univers, il n'y a pas de réflexion sur notre rapport au monde ou ni même de satire sur la société. Enfin si, il y en a une. Monsieur Tumnus. Le satire. En revoyant le film pour la première fois depuis des hommes-chèvres, dans la mythologie grecque, ça s'appelle des satyres. C'est ça la blague. En revoyant le film pour la première fois depuis des années, je me suis dit... Putain, c'était pas ouf quand même, hein. Et ça m'a paru bizarre, parce que le mec qui a écrit le bouquin, c'était pas n'importe qui dans l'univers de l'heroic fantasy. Le mec était pote avec Tolkien, le gars qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Bon, je sais, ça veut rien dire, c'est pas parce que tu fréquentes des mecs qui ont du talent que t'en auras toi aussi. Regardez-moi par exemple. Qui pourrait croire que j'ai des amis qui chantent hyper bien? C'est pas vrai, j'ai pas d'amis. Mais en sachant qu'ils fréquentaient tous les deux le même club d'écrivains, les Inklings, on est quand même en droit de s'attendre à un certain niveau. Du coup, j'ai voulu vérifier, et il se trouve comme par hasard que je possédais le livre. Oh bah ça tombe bien! Tu fermes ta gueule toi, t'as saoulé tout le monde au dernier épisode, tu fermes ta gueule! Mais non, mais c'est pour le running gag, les gens ils aiment bien le comique de répétition, tout ça. Ah, ok. Donc, il se trouve que par chance, j'avais le livre. Donc je l'ai lu pour voir si c'était l'histoire qui était nulle ou juste l'adaptation. Eh bah... c'est quand même hallucinant d'avoir ignoré autant de détails qui prenaient pourtant pas beaucoup de place et qui auraient donné bien plus de cohérence à l'ensemble du film. Par exemple, Edmund est un connard, tout le monde le déteste, c'est une grosse balance et en plus il est complètement con au point de tomber dans le piège ultra évident de la sorcière. Eh ben, dans le livre, on comprend pourquoi. C'est parce que les fameux loukoums qui semblent ne rien avoir à foutre là dans le film, en fait c'est des loukoums ensorcelés. Celui qui en mange devient complètement accro, il ne pense plus qu'à ça au point d'en être réduit à l'état d'esclave, prêt à tout pour avoir sa dose. La sorcière a volontairement drogué Edmund pour qu'il perde toute son humanité et qu'elle puisse s'en servir comme d'un esclave malgré lui. Alors que dans le film, c'est juste un connard qui adore bouffer des loukoums. On perd vachement en profondeur. Pareil pour le Père Noël. Dans le livre, son arrivée sert à faire comprendre aux habitants de Narnia que, ça y est, le sortilège qui bloquait le royaume dans un hiver éternel a été rompu. L'arrivée du Père Noël symbolisant la fête de Noël, donc la fin du mois de décembre, ce qui présage le retour des beaux jours. C'est un peu subtil, mais pourtant dans le livre, ils arrivent à exprimer cette idée en à peine une seule phrase. Sauf que le film, lui, non. Non, lui, le film, il a dit... La cohérence? Je m'en fous. Et au lieu de ça, ils foutent le Père Noël et plein d'autres trucs qui étaient pas dans le livre sans les développer. Et on se retrouve avec un immense bordel what the fuckest juste pour faire plaisir aux gamins. Parce que c'est clairement le public visé. Et je pense que c'est ça le problème du truc. Le film a été réalisé pour des enfants. Donc on part du principe qu'un enfant, c'est con.
À l'exception d'Anakin qui est un putain de génie, mais on va pas revenir là-dessus. Du coup, le gamin, il s'en branle de la cohérence, alors on va lui mettre des animaux qui parlent, le Père Noël, des licornes, et il sera content. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Parce que les enfants que vous prenez pour des cons pendant l'épisode 1 de votre saga, eh ben, le temps que vous tourniez les suites, eux, ils ont grandi. Ils ont réfléchi et ils se sont dit « Eh mais tiens, est-ce qu'on m'aurait pas vendu un petit peu de la merde avec ce film ?» Et du coup, ils vont pas voir les suites. Et la nouvelle génération d'enfants, elle ira pas non plus les voir les suites. Parce qu'ils ont pas vu le premier et que la plupart des adultes leur diront « Quoi ? Tu veux regarder le monde de Narnia ?» Et ça explique pourquoi la licence Narnia s'est cassée la gueule au box-office petit à petit. Le premier film a fait pas loin de 300 millions d'entrées aux États-Unis. Puis les gens ont eu cet arrière-goût un petit peu bizarre dans la bouche, vous savez, le goût de la merde un peu. Du coup, le chapitre 2 n'a fait que 140 millions d'entrées, et au final, le troisième, il a à peine atteint les 100 millions. Le résultat de la licence a été divisé par 3 parce que les réalisateurs n'ont pas pris leur propre film au sérieux. Et même si 100 millions, ça reste un score correct, hein, et qu'on n'a pas regardé du côté des ventes de DVD, bah, force est de constater que les gens se sont lassés petit à petit de cette saga, et que sortir la suite 9 ans plus tard en changeant tout le casting, ça va peut-être pas aider, hein. Bon après, j'en sais strictement rien si c'est vraiment ce qui s'est passé ou pas, hein. Mais toujours est-il qu'au niveau des chiffres, ça concorde et que c'est clairement un spectacle destiné aux enfants. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé le film un peu couillon sur certains passages, mais honnêtement, j'ai passé une plutôt bonne soirée à le regarder. Parce que faut reconnaître qu'il y a des plans superbes avec des décors qui font voyager et surtout des musiques franchement épiques. Je vous en mets un petit extrait, écoutez. Voilà, c'est tout, j'ai pas envie d'être démonétisé, j'aime trop l'argent. Donc, le film Narnia est nul parce qu'il se suffit pas à lui-même, il n'arrive pas à raconter sa propre histoire sans l'aide du bouquin. Par contre, si vous avez déjà lu le livre pour avoir les réponses aux questions dont le film se branle, bah, je vous conseille de le regarder quand même. C'est des belles images sur une histoire pas du tout prise de tête, donc faites comme moi, éteignez votre cerveau, profitez de beaux paysages, invitez quelques potes pour le regarder avec vous et passez un bon moment entre amis. Non, je rigole, toujours pas d'amis.